Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Débat de presse, c'est l'actualité vue à travers le prisme des médias. Les journalistes qui traitent l'actualité au quotidien se retrouvent en fin de semaine pour analyser, commenter et décrypter cette même actualité. Alors pour ce dimanche, 4 sujets sont au menu. Nous parlerons notamment de la riposte de l'armée aux attaques terroristes et des nouvelles mesures prises par le nouveau chef d'état-major général des armées. Nous discuterons de la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel tenue à Ouagadougou le 5 février dernier. La suspension du décret de révocation des 10 GSP par le tribunal administratif est au menu, de même que la démission du directeur général de la GSP. Enfin, nous débattrons d'une autre démission et non des moindres, celle de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour échanger sur tous ces points de l'actualité nationale et internationale. Je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale pour le moment. Nous avons avec nous Kofi Ametepe, journaliste enseignant. Bonjour Kofi. Bonjour aux téléspectateurs. Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Sayon, bonjour aux téléspectateurs. Nous avons également avec nous Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Sayon et bonjour à tous. Nous attendons peut-être d'un moment à l'autre Juvenal Sommet de infowakat.net. Alors on commence par ces chiffres communiqués par l'état-major général des armées. 146 terroristes ont été neutralisés lors d'un ratissage terrestre et aérien mené par les forces de défense et de sécurité. Cette opération lancée suite à une attaque a été lancée donc suite à une attaque terroriste qui a fait 14 morts à 15 localités situées dans le Yatenga et c'était le lundi 4 février. Alors cette attaque dont je parlais, la riposte de l'armée qui a fait 146 morts. Alors c'est un sujet qui a été longuement débattu dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors on a vu des félicitations aux forces de défense et de sécurité, mais également des doutes sur les chiffres avancés. Dieudonné, comment vous avez perçu en tout cas cette actualité? Dans toute guerre, il y a des morts, hein. Il n'y a pas de guerre propre, sauf du temps de l'axe du mal, quand Bush père avait dit qu'il y avait des frappes chirurgicales où il y avait une guerre sans mort, sans sang. Mais effectivement, nous avons tous eu écho de la riposte des FDS. Et on a parlé de 146 terroristes neutralisés. Alors, ce qu'il faut savoir dans une guerre aussi, il y a les sources. Il y a ce qu'on appelle les sources, pour nous les journalistes en tout cas. Il y a les sources médicales, il y a les sources sécuritaires, il y a les sources locales, il y a les sources même de l'armée. Bon, pour le cas d'espèce, en tout cas, c'est l'armée qui a fourni ces sources. Bon, effectivement, il y a eu quand même une polémique. Vous avez évité le mot, mais c'est la polémique a enflé parce que les gens se demandent pourquoi nos forces de l'ordre qui étaient si vulnérables, si impuissantes face à ces terroristes-là, sont devenues subitement, du jour au lendemain, avec le changement des premiers responsables, pour qu'elles soient devenues si subitement percutantes. Et le chiffre aussi de 146, les gens se sont dit, bon, comment on peut être si précis avec 146 Maccabées? Et puis, qui plus est, il n'y a pas eu les photos des terroristes étalés. Il y a tout ça. Il y a eu aussi la polémique sur les villages. Je crois qu'on a eu 3 villages. Le village de Ban, c'est Gomboro ou c'est Bomboro, je ne sais pas, parce qu'il y a eu polémique. Et le village de Ken-Ouro. Bon, donc tout ça. Mais je me dis quand même que il n'y a pas de quoi vraiment douter de la véracité de ces chiffres avancés. Maintenant, est-ce que c'est la seule journée de la riposte ou bien c'est un bilan étalé sur l'armée, ne nous dit pas. Mais j'espère que quand même le trio, 6 shérifs
Ousseini Komporé et Moïse Minungou ne vont pas aller jusqu'à bidonner des chiffres parce que, donc je pense qu'il faut leur donner le bénéfice de la bonne foi jusqu'à ce que la preuve du contraire nous soit administrée. Donc je pense que, bon, on polémique, mais je pense que les premiers responsables, il y a bien sûr dans toute guerre ce qu'on appelle la guerre communicationnelle qui souvent confine au mensonge d'État. Mais j'espère que quand même, avec ces choses-là, on ne va pas s'amuser, nous dire qu'on a étalé 146 terroristes alors qu'il n'en est rien. Donc, jusqu'à ce que la preuve du contraire nous soit administrée, moi, je pense qu'il faut leur accorder le bénéfice de la bonne foi. D'accord. Paul Miki, c'est votre avis également? Oui, c'est également mon avis, mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, nous étions dans une situation où l'ensemble des Burkinabés, en tout cas les vrais patriotes, étaient en attente de résultats de la part des forces de défense et de sécurité dans cette guerre pratiquement éternelle contre les terroristes. Parce que vous avez été certainement témoin de ce qu'on a compté beaucoup de cas de pertes en vie humaine au niveau donc des forces de défense et de sécurité. On a également compté beaucoup de pertes en vie humaine chez les civils. Donc on était exactement dans une dynamique où beaucoup de gens avaient estimé qu'il fallait donc avoir aussi des résultats pour justement, ne serait-ce qu'encourager les FDS et puis encourager également les populations dont elles assurent la sécurité. Donc c'est pour dire ici que ces informations qui nous sont venues de l'état-major général des armées sont bonnes à prendre en termes donc de bilan, même si on ne peut pas se réjouir justement de la mort de quelqu'un sur plusieurs plans culturels, religieux et tout. Mais en tout cas, on était en attente justement de cela. Maintenant, pour revenir justement à cette polémique, peut-être que ce qui a manqué, c'est la façon de communiquer effectivement pour les autres cas, et notamment les autres bilans que l'on avait. On avait d'abord eu des sources locales qui donnaient l'information. Ensuite, l'information était confirmée au niveau donc de l'état-major ou du ministère de la Défense à travers un communiqué officiel. Mais cette fois-ci, il y a eu justement ce communiqué de presse de l'état-major général des armées qui annonce justement les 146 personnes tuées. Donc, on a une source unique. C'est peut-être ça qui fait que les uns et les autres mettre cela en doute. Mais moi, de mon point de vue personnel, c'est que notre armée, qui est assez sérieuse, n'a aucune raison justement d'inventer ces chiffres ou de porter en tout cas ce mensonge à l'opinion publique. Que pensez-vous des Saint-Thomas qui demandent des preuves à l'appui des images, en tout cas de non, nous ce qui a été mené comme opération? À mon avis, il n'est pas ici question de demander des preuves pour quoi que ce soit. D'abord, même, nous sommes dans une lutte contre les terroristes. Et il semble d'ailleurs que ce n'est pas toutes les informations qui peuvent être véhiculées. Parce que moi, quand j'ai vu le bilan justement de 146 terroristes abattus, la question que je me suis tout de suite posée, est-ce qu'il n'y a pas eu de blessés et parmi les terroristes? Parce que quand on présente quand même un bilan comme ça, on dit, bon, il y a des morts, il y a des blessés, il y a aussi peut-être des personnes arrêtées. Mais dans le cas d'espèce, on n'a pas vu non plus de chiffres communiqués autour des blessés, autour également des terroristes présumés qui auraient été arrêtés par les forces de défense et de sécurité, ne serait-ce que pour les besoins de l'enquête. Donc c'est ça un peu le petit bémol. Sinon, la question de preuves, je crois bien que les FDS n'ont pas l'habitude justement de montrer des preuves à travers des photos des Maccabées, comme disait Dieudonné Zongrana et tout. Donc on ne peut pas l'exiger au niveau donc, des FDS. Et quand on sait également que l'armée, a priori, est dépolitisée. C'est une unité qui, en réalité, se démarque un tout petit peu de l'exécutif et qui est beaucoup plus politique. On peut en tout cas croire en tout cas à la bonne foi des forces armées nationales du Burkina Faso qui, en réalité, effectivement, avaient aussi besoin de communiquer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas, à mon avis, en termes de communication, parce que la façon dont le communiqué est passé, ça a laissé effectivement la place au doute. Et c'est ça qui enfle la polémique, malheureusement, aujourd'hui. D'accord, oui, Kofi. Non, je pense que lorsqu'on dit que les 146 neutralisés, moi je reste sur ce terme, neutralisé ne veut pas dire nécessairement abattu. Neutralisé, ça veut dire mettre hors d'état de nuit, pour les forces armées en tout cas. Et il ne faut pas oublier que la veille, il y a eu 14 civils qui ont été tués froidement dans un village. Nous avons une armée qui nous coûte beaucoup d'argent et pour lesquels on vient d'augmenter le budget. Et donc, ceux qui mettent en doute la capacité de l'armée à riposter face à des ennemis qui, depuis plus de 3 ans, sont incapables de dire ce qu'ils veulent, ni de se montrer, évidemment, je ne sais pas, que cache cette polémique-là. Mais je voudrais rappeler quelques chiffres quand même pour que les gens comprennent que face à ces chiffres, 45, 46, c'est rien du tout. Les attaques terroristes, on en a eu 200 entre 2015 et 2019, qui ont causé la mort de plus de 600 personnes.
jusqu'à plus de 600 personnes jusqu'à ce jour. Les attaques terroristes, c'est aussi 16 écoles attaquées. 900 écoles qui sont fermées aujourd'hui et plus de 500 000 enfants qui sont sans école. Et c'est enfin plus de 82 000 personnes déplacées. Donc face à cela, neutraliser seulement 146 personnes qui nous pourrissent la vie depuis 3 ans, bon, je me dis qu'enfin, on a une armée qui prend ses responsabilités. Oui. En fait, ce n'est pas, comme je le disais, c'est la soudaineté de cette riposte et qui, face à oui, des mais on avait vu rarement l'armée mener des opérations terrestres et aériennes en même temps. C'est pour ça que je dis. Oui, mais une opération militaire, ça se prépare. Et depuis longtemps, on a vu au front, en première ligne en tout cas, c'est la police, c'est la gendarmerie qui ont été victimes. Et donc, je pense que les militaires n'agissent pas comme des terroristes qui montent à deux sur une moto, se cagoulent et puis vont mener des opérations. Les gens se disent, il n'est pas juste ou bien on se dit que notre armée est complètement incapable. Oui, parce que jusqu'à présent, aussi, ce qu'il faut dire. Juste aux chancelleries même qui nous ont appelés, en tout cas pour dire, est-ce que vous, de la presse, vous croyez à Soudan? Nous avons dit, oui, il n'y a pas de raison. Non, c'est pour dire... Mais c'est les mêmes chancelleries qui invitent nos militaires à travailler au Darfour, la soudaineté, on n'a donc, pas dit que l'armée n'est pas compétente. Hein. C'est parce que tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a un adage qui dit que le charme de la lutte là, c'est que je te terrasse, tu me terrasses. Or, dans le cas d'espèce, bon, c'était nos militaires qui étaient étalés. Donc, subitement, comme nos militaires sont arrivés à riposter, et surtout le nombre, les gens se disent 146, comment on peut être si précis, il y a tout ça. Mais moi, je dis effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas croire à ce chiffre-là, parce que c'était quand même une des premières fois où l'armée a été appuyée par une couverture aérienne. Donc, on peut estimer que quand même la riposte a été cinglante. Et justement, que pensez-vous de ce rapport justement des Human Rights Watch qui vient un peu semer les doutes en parlant d'exécution sommaire de populations civiles? Je pense que c'est à Ken Ouro là où on dit que en fait c'est avec la riposte. Mais tout ça, je crois que ça rejoint la polémique puisque les droits de l'homme disent qu'en fait nos soldats dans leur fougue de riposte ont mélangé serviettes et torchons et puis ont exécuté des civils. D'où, bon, vraiment, leur cri d'orfraie. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti du rapport de Human Rights Watch. Oui, alors, sur la question, effectivement, il faut dire que la polémique a pris de l'ampleur parce qu'il y a eu ce rapport dont vous parlez. Il y a eu également certains témoignages qui ont été recueillis sur place. Vous savez certainement, ce sont nos confrères des médias internationaux qui l'ont fait et des gens qui sont sur place, sur le terrain, là-bas, dans le Yatenga, ont dit et clairement qu'il s'agit de personnes civiles, de personnes innocentes qui auraient été abattues par l'armée. Donc tout ça mis ensemble, ça somme effectivement le doute. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où, même quand on veut gérer l'information, quand on veut gérer la communication, on est donc dans un monde un peu global. Même quand les médias nationaux ne le font pas, les médias internationaux le feront. Et c'est ce que l'on a vu malheureusement avec cette polémique. Donc aujourd'hui, face à cette situation, pour justement tirer l'affaire au clair, il aurait fallu, à mon avis, qu'il y ait peut-être des enquêtes sérieuses. Je ne dis pas des enquêtes pour savoir si l'armée s'est trompée ou pas, mais au moins les personnes qui estiment justement qu'elles ont perdu des proches qui ne seraient pas des terroristes pourront donc saisir les juridictions parce que nous sommes quand même dans un état de droit et les enquêtes permettront de situer les responsabilités pour voir quelle est la nature des personnes qui ont été tuées. Parce qu'il y a deux doutes. D'abord le doute sur les chiffres dont parlait Dieudonné Zungrana, mais le doute également sur la nature des personnes qui ont été abattues au regard des rapports dont vous parlez et également au regard des témoignages qui ont été recueillis et diffusés par les médias. Justement, sur ça, il y a des personnes qui soutiennent l'armée qui disent mais comment on fait la différence entre un civil et puis un terroriste? Non, mais moi je pense aussi que, comme le disait Dieudonné, autant il faut s'étonner de la soudaineté de la capacitation de nos forces armées, mais aussi comment une organisation aussi sérieuse que Human Rights Watch peut, en si peu de temps, déjà avoir un rapport au point de faire des affirmations. C'est quand même grave. Je viens de vous citer les chiffres. C'est plus de 600 Burkinabés qui ont été tués pendant 3 ans. Et c'est les mêmes chancelleries qui payent notre pays en rouge tous les jours. Est-ce que face à cette situation, on va s'asseoir pour dire, ben voilà, les terroristes nous attaquent, on ne fait rien?
Mais je pense quand même que dans une situation comme ça, le Burkina est plutôt un pays qu'il faut soutenir en prenant le temps, parce que c'est des informations très sensibles. C'est de nature même à décourager ceux qui sont au front. Et lorsqu'on les tuait, où se trouvaient ces organisations? Oui, je pense quand même que les droits de l'homme, c'est quelque chose de très sérieux et il ne faut pas jouer avec. Justement, il y a des personnes qui pensent justement qu'il faut... On a l'impression que ce sont les terroristes qui ont des droits et non les populations civiles qui sont tuées et les FDS qui sont tués par les terroristes. Juvénal. Merci. Il vous souviendra, ici, il y a quelques semaines, je disais que c'est moins la personne ou le profil de l'individu qui est important que les résultats, en parlant évidemment de la nomination de M. Sy à la défense, de M. Compaoré, je crois, à la sécurité, et bien entendu que c'était les résultats qui importaient. La deuxième observation, c'est que là, on est finalement dans la question du résultat. Et vous voyez que finalement, nous-mêmes burkinabés, nous ne sommes même pas capables finalement de nous entendre sur est-ce que finalement nos forces de défense et de sécurité sont à la hauteur évidemment des enjeux. Donc vous voyez que finalement, on est revenu à cette vieille polémique burkinabé qui fait que on est devenu finalement, on se bat contre nous-mêmes et finalement on se bat contre les terroristes. Donc pour moi, c'est une polémique qui, de mon point, dont on pouvait faire l'économie parce qu'elle ne nous apporte pas grand-chose finalement, sinon que finalement de mettre en doute nos propres capacités finalement à lutter contre le terrorisme. Donc pour moi, c'est une polémique à la limite inutile. Et il appartient aux forces de défense et de sécurité de donner la preuve évidemment, de rassurer les gens à partir des bilans et de montrer effectivement à ceux qui ont des doutes que ce bilan effectivement est vrai et qu'on peut leur faire confiance. Pour le reste, je pense sincèrement qu'en Burkinabé, si la pluie nous bat, on ne va pas continuer de se battre entre nous-mêmes, sinon finalement, je pense que... D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat parce que la question est assez large. On sait également que le camp donc, de la gendarmerie de Oursi a été attaqué donc, dans cette semaine. Il y a eu 5 gendarmes qui ont été tués et 21 terroristes neutralisés. Alors, dans ce contexte, le chef d'état-major général des armées a fait des communiqués au cours de la semaine. Alors, pour les soldats peut-être qui déserteront les champs de combat en présence de l'ennemi, ça sera justement la radiation. Quelle réaction donc, face à cette nouvelle mesure de données? Oui, bon, je crois que c'est dans la logique des choses. Hein. Quand il y a une guerre et qu'il y a des désertions, je crois même que souvent c'est la cour martiale. C'est la cour martiale qui attend les déserteurs. Bon, dans le cas d'espèce, effectivement, bon, je crois qu'autour de ce plateau, nous avons évité souvent d'aller jusqu'au bout pour dire, quand il y a eu, souvenons-nous de Pama, combien Piga, on a évoqué ici comment on peut expliquer que le camp, le casernement militaire ait été informé de l'arrivée imminente des attaquants, mais quand ces assaillants sont venus, ils ont trouvé pratiquement un camp vide. Où sont passés les soldats? Bon, on n'a pas voulu dire qu'ils ont des mains. Finalement, de fil en aiguille, on a appris en tout cas bon, que nos braves soldats ont pris la clé des champs. Alors, effectivement, il arrive qu'il y ait des désertions et en tout cas, dans une armée digne de ce nom, souvent c'est la cour martiale. Ici, le CMGA a voulu tirer la sonnette d'alarme en disant que désormais, c'est la radiation. Je crois que c'est le moins normal. Sinon, si on alpague un militaire qui a déserté, c'est la cour martiale. Mais bon, nous sommes actuellement dans une situation spécifique. Prenez même au Mali. Au Mali, il y a 500 militaires fuyards, qui vont revenir et qu'on va peut-être réintégrer dans l'armée dans le cadre du DDR. Voilà, donc bon, il peut arriver, on fait des circonstances atténuantes, sinon un militaire qui déserte, je parle en tout cas sous le contrôle, en tout cas, c'est souvent la cour martiale. Oui, Paul Moi, j'ai déjà un problème avec ce communiqué dont vous parlez. En réalité, c'était une note de service. Je ne sais pas pourquoi ça a été finalement destiné à la consommation du grand public. Parce que là, quand on regarde le contenu justement de cette note de service, on a l'impression effectivement qu'elle était destinée seulement aux forces de défense et de sécurité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité justement d'avoir des communiqués comme ça qui sortent. Parce qu'à mon avis, le grand public n'avait aucun intérêt justement d'être au courant justement de cela. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Dieudonné Zongara tantôt, on était un peu au courant de certaines informations de désertion au niveau des FTS face aux terroristes, mais on n'a même pas parlé de ça parce que d'abord, il n'y a pas de preuve. Mais le communiqué vient nous confirmer
si vous voulez, qu'il y a eu effectivement cette situation, parce que quand on lit le communiqué, ça fait suite justement à des précédents qui ont été constatés au niveau des FDS. Maintenant, pour le fond de ce communiqué, c'est vrai, ça peut même être un rappel, parce que tous ceux qui sont militaires savent très bien qu'ils ne peuvent pas abandonner le combat en pleine guerre. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce communiqué n'aura de vraies valeurs que lorsque les forces de défense et de sécurité également déployées sur le terrain sont suffisamment dotées des moyens pour se battre. Parce que si vous envoyez justement des troupes dans un endroit, et j'allais dire un front de guerre, et que ces troupes n'ont pas les moyens conséquents pour se défendre en cas d'attaque, je ne sais pas ce qu'il faut faire en dehors donc de déposer l'arme sans munitions et de quitter. Donc en réalité, le communiqué en réalité suppose, le communiqué suppose justement que les moyens autour de ça, des gens se disent mais si nos FDS sont face à une puissance de feu supérieure, est-ce que malgré tout il faut faire face en faisant ce communiqué, je suppose que justement les moyens ont précédé justement ce communiqué parce que... D'accord, on va écouter. Je suis tout à fait d'accord avec Paul Mouki parce que le public avait besoin de savoir. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, on nous disait que l'armée n'était pas soudée, il y avait de l'indiscipline, certains ne voulaient pas suivre les ordres qui leur étaient donnés. Donc c'était important qu'on sache qu'avec le nouveau chef d'état-major général des armées, en tout cas, les choses vont changer. Et qu'on rappelle, en même temps qu'on rappelle à l'ordre, que le public sache aussi que les choses changent de l'autre côté. Parce que, bon, on a vu certains médias qui ont monté en épingle le fait qu'on a retrouvé des militaires du côté du Togo. Mais il fallait qu'on comprenne pourquoi ils se sont retrouvés là-bas. Oui, avec armes et bagages. Bon, pas avec les bagages, mais avec les armes. Et donc, qu'on sache qu'est-ce qui devrait se faire normalement. Donc, c'est important. Parce qu'un militaire, c'est d'abord exécution avant réclamation. Donc, un militaire ne va pas dire « vous ne m'avez pas donné suffisamment de moyens » ou bien on est militaire ou on ne l'est pas. Je pense que c'est un métier assez spécifique et qu'il serait important, dans les jours à venir, que les gens, surtout au niveau des journalistes aussi que nous sommes, qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne. Les communiqués, c'est bien, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans l'information et la formation de ceux qui manipulent ou qui décryptent ce genre de communiqués. Oui, alors, Sommet voudrait Pour une réagir. question de démotivation, ça ne se règle pas par une note de service. Voilà, moi je pense que le chef d'état-major aurait pu s'y prendre autrement. Peut-être rassembler ces soldats, ces troupes, comprendre pourquoi, évidemment, sur le terrain, certains soldats sont amenés à déserter, parce que, est-ce que c'est un problème de moyens, est-ce que c'est un problème de matériel, est-ce que c'est un problème de motivation sur le terrain? À partir de là, on peut tirer la conclusion, partant du fait que, désormais, à partir de ce qui a été fait qui a été remonté comme information sur le terrain, désormais, si quelqu'un, évidemment, déserte le front, eh bien, voilà les conséquences. Mais on ne peut pas, à mon avis, comme ça, sortir comme ça, une note de service, sur la base simplement qu'il y a des soldats qui désertent, sans, à mon avis, comprendre exactement qu'est-ce qui se passe sur le terrain, à moins que ça ait été fait et que nous ne soyons pas au courant. Sinon, je trouve que, à mon avis, nos soldats ou certains soldats ne désertent pas le front, je suppose, de leur plein gré, mais parce qu'ils sont dans des conditions où ils ne peuvent plus manifestement combattre. Donc, à mon avis, la manière y a manqué un peu. Bon, moi, je pense que non, ce coup de semence du CMJA, là, il pouvait être porté à la connaissance du public comme il pouvait ne pas l'être. Le CMJA a choisi, il faut aussi contextualiser, le CMJA a choisi de porter ça à la connaissance du public. Bon, parce que effectivement, bon, les gens se disent, mais pourquoi dans une armée, bon, digne de ce nom, les militaires fuient, et puis, donc il a peut-être voulu, sinon effectivement, dans le cadre d'espèces, il n'était pas... Est-ce que la note de service a été expressement envoyée aux médias? Peut-être que ça a fuité, voilà. Ça a fuité. C'est ça. Bon, là aussi, bon, on a déployé ça ici parce qu'il n'y a plus de secret. Les notes vous faites une réunion, 5 minutes après la réunion, le PV même la réunion est sur les réseaux sociaux. C'est la complicité. Bon, vous ne savez pas comment. Donc, bon, ça, il a choisi ça. Sinon, effectivement, ça pouvait rester une note interne. Mais pour dire la Juvenal, je crois quand même qu'avant de prendre quand même cette note, bon, le CMJA quand même devait être informé. Il ne peut pas quand même avoir pris la note comme ça. Infos, hein? Oui, non, je pense que quand même il faut, là quand même, on ne peut pas quand même épiloguer là-dessus. D'autant plus que quand même, oui. J'ai bien dit, je suppose Oui, je suppose qu'avant de prendre cette note de service, ok, voilà, il a, ouais, non, pour je rassurer pense, évidemment. ouais, je pense que quand même ça, on ne peut pas tout en douter. Il a dû Je ne doute pas. Mais il y a une deuxième note de service qui concerne la mission
donc des contingents militaires burkinabés donc sur des théâtres d'opération à l'étranger. Alors, ces missions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Mais là également, c'était quelque chose qui était attendu du côté du public. On avait besoin de savoir comment nos militaires pouvaient aller aider les autres. Et pendant que nous-mêmes, on est sous le péril du terrorisme. Donc, je pense que c'est un élément aussi de communication publique pour l'armée qui était important. Et le public, enfin, l'opinion a plutôt bien accueilli en se disant, OK, au moins pour un temps, on peut suspendre ces missions, venir d'abord éteindre le feu qu'il y a à la maison, et après, bon, au besoin, nos cadres militaires peuvent retourner au front, sur les différents fronts internationaux. Je pense que pour cela, il faut être très précis, parce que le communiqué dont vous parlez, quand vous le lisez, vous vous rendez compte que ça ne concerne pas les contingents. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Et d'ailleurs, j'ai été recadré à un moment donné par un officier qui a dit non, les contingents ne sont pas suspendus. Il s'agit justement de soldats qui, quelquefois, partaient à titre individuel pour des opérations de maintien de paix sur le compte des Nations Unies. Et c'est cela qui est désormais suspendu. D'ailleurs, vous savez certainement que le Burkina a signé des conventions avec les Nations Unies qui l'obligent, entre guillemets, à envoyer ses contingents pour aider les frères des autres pays. Donc, c'est pour dire qu'on a fait un pas. Mais ce n'est pas un grand pas, effectivement, parce que la suspension, justement, de ces déploiements des soldats burkinabés qui vont à titre personnel ou à titre individuel, si vous voulez, dans les opérations de maintien de paix, ça aussi, il fallait l'arrêter. Donc, c'est déjà bon à prendre, mais peut-être qu'il faut penser, dans un proche avenir également, à cette suspension des déploiements par contingent, et parce que les contingents, c'est vraiment des grandes quantités de soldats burkinabés qui vont. On a même fait des grands nombres. On a même fait, justement, le bilan pour nous dire que le Burkina Faso est le plus gros contributeur en termes de soldats et pour les opérations de maintien de paix, avec presque 1700 hommes en 2018 qui ont franchi le territoire. Mais nous sommes dans un contexte où la solidarité est bien, c'est vrai, mais nous sommes déjà suffisamment... on est déjà suffisamment sur le terrain, sur le front de la lutte contre le terrorisme. Donc, on a besoin de ces hommes sur le terrain. Et comme Kofi l'a dit, l'opinion, effectivement, voudrait effectivement que les uns et les autres, parlant des soldats, restent au pays pour combattre contre le terrorisme. C'est quand on aura fini de cela qu'on peut penser à cette solidarité justement, si, en tout cas, les informations que vous venez de donner sont... exact. Est-ce qu'il ne faut pas étendre justement cette note au contingent? Je pense que si c'est restrictif et que c'est à titre individuel, il faut quand même étendre ça aux contingents qui sont sur les théâtres d'opération extérieures. Voilà. Parce qu'on est au Darfour, on est au Mali. Et comme Guinée, je crois. Voilà, et comme on dit, bon, quand il y a la guerre quand même chez vous, bon, il faut quand même d'abord sécuriser votre pays avant d'aller, c'est comme dans un couple. Si vous n'arrivez pas, comme je le dis, à pacifier votre univers nuptial, vous ne pouvez pas aller chez le voisin pour vraiment, quand il y a un problème là-bas, pour un peu concilier le couple. Donc, nous sommes en guerre. Bon, il est bon quand même qu'à défaut de rappeler ceux qui sont déjà sur ces théâtres-là, qu'on suspende quand même ces contingents-là pour quand même étoffer nos troupes sur le terrain, parce que quand même le front ne fait que s'étendre est, Sahel, sud-ouest. Donc quand on regarde la carte du Burkina, on a une bonne chose, la partie qui est en rouge là, comme le DPR Kofi Ametepe, les chancelleries. Donc quand même il y a lieu de suspendre quand même. En tout cas, on vous dira qu'il y a des accords internationaux. Voilà, il y a des accords, mais on peut revenir sur ces accords. Hein. Voilà, on a même besoin de soutien. Voilà, on a même besoin de soutien. Donc je pense qu'il faut étendre ça quand même à cette. D'accord. Alors on va rester sur le sujet de la sécurité pour parler de la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel qui s'est tenue à Ouagadougou le 5 février passé. Alors les 5 chefs d'État de l'organisation ont effectivement participé au sommet de Ouagadougou. Alors sommet au cours duquel le Burkina Faso a pris la présidence en exercice du G5 Sahel. Les questions relatives notamment à l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et le financement de cette force ont fait l'objet d'échanges. Alors 5 ans après sa création, le G5 Sahel vous semble-t-il être la solution pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel, au regard en tout cas de toutes les difficultés que les pays concernés rencontrent? Sommet. Le G5 Sahel n'est pas la solution, il est une solution.
Parce que, évidemment, je l'ai toujours dit, le terrorisme aujourd'hui, il a une portée internationale, il a une portée sous-régionale, il a une portée nationale, il a tout ce que... Donc, on ne peut pas résoudre aujourd'hui la question du terrorisme uniquement par le G5 Sahel parce qu'il n'est qu'une contribution, évidemment, dans un ensemble, dans un vaste ensemble qui, évidemment, comporte diverses contraintes. La deuxième raison, c'est que le G5 Sahel, on se plaint que le G5 Sahel, évidemment, ne bouge pas. Moi, ça me fait sourire. Le G5 Sahel, il est à l'image des pays qui les composent. Donc, vous ne pouvez pas vouloir que le G5 Sahel bouge alors qu'en interne, les pays eux-mêmes ne bougent pas. Donc, aujourd'hui, le G5 Sahel tente de faire évidemment ce qu'il peut. On est en train de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Regardez le mécanisme même de financement. C'est une force de 5 pays qui est financée depuis l'extérieur. Donc, il y a beaucoup, à mon avis, de contraintes, de contradictions. Mais, comme je l'ai dit, le G5 Sahel ne résoudra pas la question du terrorisme. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Le G5 Sahel apportera sa contribution et le reste, évidemment, ça se fera aussi à partir des autres contributions qui vont venir ici ajouter. D'accord, on va voir si votre avis est partagé autour de la table. Kofi. Non, pour moi, on est plus prompt à fabriquer des organisations ou à y adhérer sans, des fois, comprendre qu'est-ce que ça apporte vraiment. Il n'y a qu'en Afrique que c'est très facile de multiplier les organisations, G5, G3, G7, mais les effets sont toujours très mitigés où les populations ne les perçoivent pas. Mais malheureusement, le G5 Sahel est tombé un peu dans cette routine des organisations. On aurait voulu, en tout cas 5 ans après, voir une organisation qui, au moins sur le plan de la sécurisation des frontières entre les pays membres, que ça soit effectif. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, des terroristes quittent le Mali et qui viennent attaquer au Burkina et qui retournent allègrement. Où se trouve le G5 Sahel? Que des terroristes sortent du Mali et du Niger, qui rentrent, ou de la Côte d'Ivoire, qui rentrent. Bon. Donc, moi, je pense qu'il aurait fallu d'abord poser ces jalons-là avant de faire des conférences. Mais là, bon, comme d'habitude, on met toujours... je ne sais pas si c'est les bœufs avant les charrues ou c'est la charrue avant les bœufs. Bon, et après, bon, on s'étonne que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'est pas dans le bon ordre, on n'est pas dans la bonne logique. Voilà, je pense que c'est le grand problème. Ça coince également au niveau du financement de cette force. Ouais, regardez, si par exemple les terroristes avaient voulu donner un TD, un travail dirigé à nos chefs d'État, qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement. Parce que rien que le 5, alors que le cénacle de ces 5 chefs d'État était à Ouaga, se déroulait l'attaque de Oursi. Donc ça, c'est un TD qu'on donne quand même à nos 5 chefs d'État là. Nous avons fait un éditorial la veille, ou c'était le lendemain, pour dire que le G5 de 2 choses l'une. Parce qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, bon, il y a eu le sommet des bailleurs de fonds le 23 février 2018. Bon, jusqu'à présent, on est autour de 414 millions. Et là même, c'est des annonces. Une chose est d'annoncer, une chose est de libérer. Et on est là. Bon, donc, ça, comment on va rassembler ces 430 millions d'euros là pour jalonner les 5 000 et regardez, son siège même à Sévaré a été attaqué. Et finalement, voilà, on a délocalisé ça à Bamako. Donc, soit on rassemble cet argent-là et on déploie vraiment le G5 qui a vocation à terme de remplacer Barkhane. Parce que les Français disent qu'ils vont rester le temps, mais ça commence quand même à faire lourd. Hein. La deuxième solution, soit vraiment les 5 là, travaille avec les moyens de bord, parce qu'on ne peut pas compter sur les autres. Ça, je rejoins Juvenal, on ne peut pas compter sur les autres pour vraiment, en tout cas, formaliser et puis avoir tout l'argent pour vraiment faire marcher ce G5-là. Bon, malheureusement, est-ce qu'il faut se passer donc, du financement extérieur? Et ensuite, ou bien trouver d'autres solutions locales. Et j'ai toujours dit, il faut se tourner, il faut mutualiser, mais il faut se tourner, par exemple, vers la Mauritanie, qui depuis une dizaine d'années n'a pas connu comment. Il y a des expériences dont on peut s'inspirer pour vraiment nous-mêmes lutter contre les terroristes, comme l'a dit Amétepe, au lieu de compter, chaque fois on fait des ordres. En fait, on met l'organisation avant de penser qu'est-ce que... Voilà. Et aujourd'hui, le G5 a un grave problème parce qu'on n'est pas sous le chapitre 7 onusien. Ça, c'est un handicap majeur parce que tout le monde sait que si le G5 était sous chapeau onusien, ça nous facilitait les choses. Ça allait être comme la MINUSMA, MONUSCO.
Malheureusement, les États-Unis n'en veulent pas. Et on a un contempteur de taille, Donald Trump, qui ne veut pas parce que il n'est pas pour le multilatéralisme. Donc aujourd'hui, le G5, à mon avis, bon, le Burkina a pris la présidence et dans l'édito, j'ai dit il faut que le président Roch, en tout cas, enlève son costume ou bien son fasto d'Anfani pour revêtir la tunique de Périclès, ce grand combattant athénien là pour voir. Sinon, ce n'est pas facile parce que l'argent manque et on n'a pas vraiment le chapitre 7 est vraiment très important. Or, on ne l'aura jamais avec Donald Trump. Oui, Paul Miki. Alors, moi, je pense que c'était déjà une très bonne idée de départ que de réunir ces 5 pays dans le domaine du développement et de la lutte contre l'insécurité, parce que vous savez certainement que les terroristes ne connaissent pas de frontières et la lutte contre le terrorisme, en réalité, ne devrait pas également connaître de frontières. Donc, a priori, c'est une bonne idée. Maintenant, je suis au regret de constater, comme les autres, que depuis 5 ans, le G5 Sahel semble ne pas être pressé, justement, d'être sur le terrain, alors que là, les terroristes, eux, n'attendent pas. Si l'on se contente justement de voler et lutte contre le terrorisme, parce que le G5 Sahel, ce n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme, il faut le répéter à plusieurs fois pour que les gens comprennent. Il y a aussi des questions de développement à côté. D'ailleurs, il y a développement, oui, le programme prioritaire. avec des programmes, une centaine de programmes qui devront être mis en œuvre incessamment sur l'espace des 5 pays. D'ailleurs, il y a 2 mois, le G5 Sahel s'était réuni en Mauritanie. Ils ont réuni justement les partenaires, les bailleurs de fonds mauritaniens qui se sont engagés. À la surprise générale, les promesses de financement ont dépassé la barre de 100%, plus de 120% justement, c'est-à-dire largement au-delà des attentes des uns et des autres. Mais il s'agit effectivement des promesses de financement qui tardent justement à venir pour que l'on puisse être sur le terrain. Maintenant, lorsqu'on parle justement de la mise en place de cette force conjointe de 5000 hommes, il y a beaucoup de bémols à ce niveau parce que, comme je le disais, on a l'impression qu'ils ne sont pas pressés. Mais aussi, comme Dieudonné l'a rappelé, il y a cette question, ce bémol des Nations Unies. Et on a même la France qui est déjà présente sur l'espace à travers la force Barkhane au Mali. Donc, tout cela mis ensemble, ça fait qu'on a l'impression que les intérêts ne sont pas pareils. Maintenant, quand on revient aussi sur l'espace des 5 pays, il faut reconnaître que ces 5 pays n'ont pas forcément les mêmes intérêts parce que quand on prend un pays comme le Burkina et le Mali et qui sont pratiquement victimes au quotidien des attaques terroristes perpétuelles, ce n'est pas le cas pour d'autres pays membres du G5 Sahel qui en réalité n'ont pas cette problématique au quotidien. C'est le cas d'un pays comme la Mauritanie, c'est également dans une certaine mesure le Tchad, si on enlève donc Boko Haram. Maintenant, l'avantage que l'on peut tirer dans ça, c'est que les pays, effectivement, parmi les 5, devraient pouvoir se partager les expériences. C'est en cela que je suis content de savoir que le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré est désormais le président en exercice du G5 Sahel. Je pense qu'il pourrait donc noter quelques leçons. Oui, justement. Est-ce que la présidence donc, du G5 Sahel qui revient au Burkina Faso pour cette année, en tout cas 2019, pourra avoir un impact sur le plan interne en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme? En principe, oui, parce que beaucoup de choses vont passer désormais par Ouagadougou. Et comme on le dit souvent, la priorité bien ordonnée commence par soi, même s'il faut convenir justement que c'est une organisation sous-régionale. Donc, ce que je disais, c'est que le président Kaboré va peut-être tirer les leçons des autres pays, à l'image de la Mauritanie et dans une certaine mesure le Tchad, qui ont une autre approche de la lutte contre le terrorisme. Vous avez tantôt rappelé pour le cas de la Mauritanie où il y a très peu d'attaques terroristes ces temps-ci, parce qu'il s'agit justement des gens qui parlent très peu mais qui agissent beaucoup sur le terrain, en tout cas sur le plan militaire. Et je pense bien que c'est ce que le Burkina a commencé depuis un certain temps avec les récentes opérations. Je pense qu'en cela, effectivement, le Burkina abrite désormais la présidence du G5. Il faut s'inspirer de certains cas. Pour le Tchad, eux, c'est leur armée. L'armée tchadienne, c'est des warriors, c'est des combattants aguerris. Voilà, donc là-bas, il y a un fait établi. Mais pour la Mauritanie, en tout cas, moi, je suis vraiment épaté par le fait que depuis 10 ans, pourtant, ils ont un désert qui n'a rien à voir avec notre Sahel, là, c'est grand. Mais aujourd'hui, ce désert est désormais fréquenté par les touristes. Il y a même un train. Donc, je pense que le train du désert. Voilà, donc je pense que le président du G5 Sahel, le président burkinabé, Roch Kaboré, devrait s'inspirer de ces cas-là. Bon, la France est notre avocate, mais je crois aussi qu'il faut vraiment courageusement regarder du côté de l'Algérie. Parce que dans cette lutte-là, on met toujours l'Algérie de côté. Pourtant, personnellement, je pense que l'Algérie est une pièce importante dans le puzzle
de la lutte contre le terrorisme. Et chaque fois, on met l'Algérie un peu de côté. Bon, mais je pense que courageusement, peut-être que le président Roch doit même faire vraiment un aller-retour, en tout cas, à Alger, pour vraiment prendre langue avec ce pays-là, bon, qui est vraiment très important dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie, ne sait pas qu'on met l'Algérie de côté. L'Algérie n'en veut pas. L'Algérie ne veut pas intégrer le G5 Sahel. Non, pas une intégration, mais on peut aller vraiment discuter de la consultation. Puisque entre l'Algérie et la France, il y a des bisbis justement sur la gestion du terrorisme. L'Algérie ne veut pas intégrer le G5. Mais le président du G5 peut aller vers l'Algérie pour discuter et puis essayer de trouver quelque chose. Une autre façon, c'est que Miki disait tout à l'heure, cette affaire de... Je pense que le G5 devrait se cantonner à la question du terrorisme. On a assez d'organisations. Et là, je rejoins Kofi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de compagnie aérienne du G5 Sahel? Franchement, moi, j'ai l'impression qu'on veut une chose et son contraire. Ou alors on se cantonne à la lutte contre le terrorisme, ou alors on fait confiance aux organisations déjà existantes pour faire une l'idée, c'est que ça va ensemble, puisque le terrorisme aussi profite de la pauvreté, on a su développement des concepts de trop. Mais c'est ce qu'on met dedans peut-être qui est discutable. Sinon, bon, c'est pas mal. Est-ce que justement, comme ce que dit Sommet, il faut enlever ce volet développement, lutte contre la pauvreté du G5 Sahel? Il y a eu la réunion de Nouakchott le 6 décembre 2010 où on a récolté 2 millions d'euros pour injecter dans des projets structurants comme l'agriculture, le programme d'investissement prioritaire, le transport. Mais c'est vrai, mais il faut d'abord se sentir en sécurité avant de... Donc, il faut la priorité. Est-ce que la pauvreté également n'est pas un terreau pour le recrutement des terroristes? Mais aujourd'hui, là, on a dépassé... En fait, on n'est même plus à ce stade de fixation des jeunes et autres dans leur terroir pour qu'ils ne migrent pas vers l'Eldorado schengenien. On a dépassé ça. Maintenant, là, il faut d'abord sécuriser notre espace avant de penser. Vous allez investir les terroristes. Alors, Kofi, donc, il y a ça. Qu'est-ce que vous pensez très rapidement? Non, bon, le truc, ce n'est pas aujourd'hui d'enlever le volet économique du G5 Sahel. Mais le volet économique est un impératif sur lequel, par exemple, nos pays ont montré plusieurs fois leur incapacité à assumer le défi économique. Parce que nos pays sont déjà contributeurs dans d'autres organisations économiques. Donc, ce qu'on est en train de faire, à mon avis, là je rejoins Miki, on est en train d'enlever finalement au G5 Sahel. Mais ça a raison d'être aujourd'hui parce que la CEDEAO fait déjà de l'économie. Vous avez déjà l'UEMOA a déjà fait de l'économie. Et c'est les mêmes pays qui contribuent dans la CEDEAO, qui contribuent dans l'UEMOA. Le Burkina a même déjà un programme d'investissement prioritaire au Sahel. Vous allez encore ajouter ça au G5 Sahel. Je vous assure, ce n'est pas étonnant que 5 ans après, finalement, on en revienne à ça. D'accord. Alors, on a entendu... J'ai l'impression qu'on veut... En tout cas, il y a une dispersion. D'accord. Alors, on ne va pas rester sur ce sujet parce qu'il y a 2 autres sujets qui nous attendent dans ce débat. Nous avons donc pu entendre vos différentes contributions, en tout cas sur ce sujet du G5 Sahel. On va parler donc d'un autre sujet. Alors, le tribunal administratif a prononcé le 8 février dernier la suspension du décret de révocation des 10 GSP. Le Conseil, voilà. C'est le Conseil d'État qui a prononcé. Le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État? Non, le Conseil d'État doit se prononcer. C'est le tribunal administratif. Donc voilà. En attendant donc voilà la validation donc de cette décision par le Conseil d'État. Alors donc quel commentaire très rapidement vous inspire cette actualité, Kofi? Bon, je pense qu'on doit se réjouir que finalement, c'est une preuve de l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif. Et bon, la grève des GSP n'a que trop duré. Si ça peut trouver une solution à partir justement de cette décision de justice, ce serait très bien parce que là, au niveau de l'appareil judiciaire, plus rien ne va. Tout est bloqué du fait donc qu'on ne peut plus transférer les détenus, on ne peut plus tenir correctement les procès. Je pense que c'est une situation suffisamment grave et que, bon, déjà avec la démission du directeur général, c'est aussi une bonne chose, une décision courageuse. Et maintenant que c'est la justice, bon, que les GSP reviennent à leur poste et que la vie reprenne au niveau de la justice. Oui, Dieudonné. Oui, on disait l'autre jour sur ce même plateau qu'il revenait à l'État de dérider cette situation qui n'a que trop duré au niveau de la justice. Bon, ça commence à venir, mais ça confirme effectivement une certaine indépendance de la justice. Parce que si jamais
le Conseil d'État validait la décision du tribunal administratif, ça veut dire qu'on annulait la révocation de ces 10 GSP-là. Bon, c'est plus ou moins un peu faire la nique au gouvernement qui a vraiment... Oui, et ça montre un peu vraiment la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, mais en même temps aussi, il faut se réjouir que ça va un peu décongestionner cette justice-là, parce que tout est paralysé actuellement avec cette situation au niveau des GSP. Il y a même le DG. On oublie qu'en plus de cette décision du tribunal administratif, il y a le DG des GSP, M. Geoffroy Yogo, qui a démissionné. Donc, quand on commence à vraiment à voir la situation se décanter et on espère que vraiment les choses vont reprendre pour que la justice vraiment puisse mais travailler. On a l'impression également que l'État ne prend pas tous les garde-fous avant de prendre certaines décisions comme celle relative à cette révocation. Oui, parce que ce n'est pas le seul exemple. On peut citer justement, en parlant de cette question d'indépendance de la justice, les exemples sont légion. On peut rappeler effectivement la situation au Conseil supérieur de la communication, il y a le Conseil municipal de Saponé, il y a au niveau donc de Gourcy, la mairie de Gourcy récemment, et voilà. La mairesse de Gourcy. Voilà, donc autant d'exemples justement. Oui, autant d'exemples qui montrent effectivement qu'il y a cette indépendance de la justice qui avait été demandée par les justiciables depuis un certain temps et on peut s'en réjouir. Maintenant, pour venir justement sur le cas de la GSP, c'est vrai, beaucoup de gens l'ont dit ici, on n'en a pas suffisamment parlé, mais depuis qu'ils sont rentrés en mouvement d'humeur en décembre dernier, il y a eu beaucoup de paralysie au niveau de l'appareil judiciaire. Quand vous partez, les dossiers sont bloqués au niveau du parquet des différentes juridictions. Il y a même le fait justement que les GSP ont toujours suspendu les opérations d'escorte des détenus. Donc on peut se réjouir justement de cette situation parce qu'on est en train d'aller vers le bout du tunnel, mais en réalité, il ne faut pas se voiler la face. La démission du directeur général de la GSP n'était pas la principale revendication du syndicat. Et cette question également de la révocation ou non des éléments de la GSP n'était pas la principale revendication des syndicats. La principale revendication des syndicats, c'est l'application de leurs décrets et arrêtés qui ont été signés depuis 2017 par le gouvernement, dont la mise en application est toujours attendue. L'autre revendication également, il faut le rappeler, ce sont les questions de moyens. La GSP l'a demandé dans un contexte de lutte contre le terrorisme. On vous dira par exemple que la brigade d'intervention rapide de la garde de sécurité pénitentiaire, qui est à la fois présente à Ouaga, à Bobo et à Fadan Gourma, ne dispose que d'un seul véhicule. Or, quand on connaît la mission de cette brigade, c'est d'aller chercher les grands bandits et les terroristes désormais, et pour les convoyer donc vers la prison de haute sécurité à Zinaré, tout près de Ouagadougou. Donc, les GSP ne voudraient pas également s'exposer justement à une certaine révolte des terroristes, parce qu'on ne part pas chercher des terroristes avec n'importe quel moyen. Donc, il faut vraiment que cette brigade soit dotée de moyens pour cela. Donc, ça fait partie des revendications qui n'ont pas encore été réglées. Même selon les informations également que nous avons, des mesures auraient été prises justement pour que le problème soit réglé en mars. Mais comme il y a une crise de confiance entre les syndicats et le gouvernement, on attend de voir pour le courant. C'est pour cela que cette crise perdure jusqu'à aujourd'hui. Bon, on espère dans tous les cas que les choses vont aller un peu plus vite maintenant. Oui, Sommet. Séparation des pouvoirs, moi je suis dubitatif. Je crois que c'est une mesure politique, c'est une mesure d'apaisement que je mets en lien évidemment avec d'autres mesures prises par ce nouveau gouvernement dirigé par M. Dabiré qui est arrivé et qui, à mon humble avis, essaie évidemment de jouer par certains canaux pour apaiser la situation sociale. Donc, pour moi, au contraire, je perçois que la justice, quoi qu'on dise aujourd'hui, est à l'écoute du politique. Voilà, et que, évidemment, l'indépendance dont on fait cas, elle est relative. Donc, de mon point de vue, cette décision concernant ces 10 GSP, si elle s'imposait évidemment d'un certain point de vue, du point de vue même de l'apaisement social, je pense qu'elle va dans le sens de ce que aujourd'hui le gouvernement est sur plusieurs fronts à la fois et, à mon avis, il était dans son intérêt évidemment que la justice reste à l'écoute pour ne pas compliquer davantage la tâche. Donc, pour moi, on attendra de voir, mais je pense qu'aujourd'hui, ces 10 GSP, à mon avis, peuvent souffler un peu en attendant évidemment la décision finale. En tout cas, en attendant la décision du Conseil d'État. Et surtout, on espère, parce que le problème de fond aussi, je l'ai dit ici sur ce plateau, bon, il y a cette défiance entre la GSP et puis le ministre de tutelle. Ouais. Ça c'est un problème, on n'en parle pas, mais le problème est là parce que on est mémoratif que parmi les griefs qui ont aussi poussé le gouvernement à aller à cette révocation, il y a eu l'équipé
l'équiper au domicile du ministre où ils ont détruit son hangar et ils ont désarmé. Bon, voilà. Donc, il y a tout ça. Mais ce n'est pas sain. Je crois qu'il faut vraiment rasséréner toute cette situation parce qu'il n'appartient pas au Burkina, c'est devenu la mode, à un syndicat de réclamer la tête d'un ministre. Ça aussi, voilà. Ça aussi, il faut vraiment qu'on quitte dans ça parce que, bon, à tout bout des champs, un syndicat se lève, on grève, on dit non, il faut vraiment démissionner notre ministre de tutelle. Donc, il faut vraiment que, je crois qu'après ça, il faut que le ministre et la GSP, je ne sais pas s'ils vont faire, fumer le calumet de la paix, mais il faut que le ministre Bagoro et puis la GSP se rencontrent, que vraiment ils se parlent et qu'ils fassent la paix, parce qu'au-delà quand même c'est la justice et qu'on puisse vraiment aller de l'avant. D'accord. Alors on n'aura pas le temps pour parler davantage de ce sujet. On va aller en Côte d'Ivoire. Vendredi dernier, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a démissionné lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Alors, ce n'est pas une surprise, puisque le départ de Soro du perchoir de l'hémicycle ivoirien n'était plus qu'un secret de polichinelle. L'effectivité de cette démission officialise d'une certaine façon le divorce entre Ouattara et Soro. Oui, alors, dans la forme déjà, il y a des questions à se poser, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est le président Alassane Ouattara qui avait déjà annoncé la démission du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les Ivoiriens se sont posés 1000 questions sur le principe de la séparation du pouvoir dont on parlait justement entre l'exécutif et le législatif pour le cas de la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, ce n'est pas également une surprise quand on sait que Guillaume Soro ne voudrait pas se faire compter la présidentielle de 2020. Il ne veut pas jouer les premiers rôles. Ça, il n'a fait mystère de cette intention d'être candidat à la présidentielle de 2020. Donc, de par sa posture aujourd'hui et le fait justement qu'il ait boycotté le rendez-vous des oufouettistes en RHDP, en n'allant pas justement à cette coalition de partis politiques, ce nouveau parti politique unifié, et tout portait justement à croire qu'il allait donc tenter de faire cavalier avec ses amis et à prendre une certaine indépendance avec le président Ouattara. Donc aujourd'hui, et si Guillaume Soro, de mon point de vue, a accepté lâcher le perchoir en Côte d'Ivoire, qui est justement il était donc jusque-là la deuxième personnalité du pays. Cela veut dire justement que ses ambitions sont maintenant, regardez si vous voulez, on a un vice-président. Et puis voilà. Mais bon, parlons justement du président de l'Assemblée nationale pour ne pas rentrer dans les détails. S'il a accepté en tout cas lâcher le perchoir, de mon point de vue, c'est que justement il vise gros. Oui. En tout cas, en ce qui concerne la présidentielle de 2020. Il l'a dit, il l'a fait pour sauvegarder la paix en Côte d'Ivoire. Là, c'est des propos politiques. Il n'a rien fait du tout. Je crois que c'est une mesure de clarification qui s'imposait. Et là, je suis d'accord, évidemment, avec le porte-parole, je crois, du gouvernement, je crois. M. Soro ne pouvait pas continuer d'être président de l'Assemblée nationale tout en divergeant, évidemment, à ce point avec le chef de l'État et son parti sur, évidemment, la conduite à tenir pour 2020. Donc, pour moi, c'est même son maintien à la tête même de la présidente de l'Assemblée qui me posait un problème en termes même de transparence et même de compréhension, même évidemment, des mécanismes institutionnels, évidemment, qui gouvernaient ce pays. Donc, pour moi, aller à Jacques, comme on dit, allons-y, on verra bien maintenant ce que ça va donner, finalement, puisqu'il a dit qu'il laisse le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Attendons de voir, finalement, si il va pouvoir s'asseoir dans ce fauteuil en 2020. En 2020, oui. Ça augure en tout cas d'une année 2020 de tout, bon, pas de tous les dangers, mais en tout cas un virage assez dangereusement intéressant pour la Côte d'Ivoire. C'est la preuve donc que ce pays reste toujours l'enjeu de plusieurs alliances et contre-alliances. Et pour Soro, c'est bien clair. Et je pense que ça devait même inspirer au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Quand on dit qu'on n'aime pas avec quelqu'un, il faut pouvoir démissionner. Oui. Soro n'est pas avec... Est-ce qu'on a ce cas chez nous? Bon, voilà. Mais je pense que ce petit, comme moi j'ai l'habitude de l'appeler, il a toujours plus d'un tout dans son sac. Il est capable de passer d'un point à l'autre, tout en gardant son équilibre. Bon, c'est peut-être sa petite taille qui lui donne cet avantage-là, mais c'est encore une fois, il montre qu'il connaît bien la faune et la flore politique ivoirienne et qu'il peut se jouer de tous. Il a quitté désormais Ouattara pour aller vers Bédié. Mais avant, il était allé rendre visite à son ancien mentor, Laurent Gbagbo, dans sa prison.
libre. Bon, voilà. Donc, peut-être que la prochaine destination, ça serait encore une fois en Belgique pour aller... Bon, Soro, en tout cas, il est capable de faire tout ça et il faut attendre de voir. Et pour l'actualité, je pense que c'est une très bonne chose. Non, je pense que GKS, était dans une position inconfortable, mais c'est clair qu'il a la présidentielle dans la tête et dans les tripes, comme on dit. Parce que ce monsieur, dès lors qu'il a quitté les bancs de l'université, c'est lui. Voilà, c'est lui qui a fait le coup d'État le plus long du monde, de 2002, quand il a pris les armes contre Laurent Gbagbo jusqu'en 2010. C'était un coup d'État, bon, finalement, qui a fini, quoi qu'on dise, à emporter Laurent Gbagbo. Une rébellion, oui, mais une rébellion, mais c'est un coup d'État, puisqu'ils sont descendus pour faire le coup de feu contre. C'est un coup d'État. On qualifie ça de coup d'État le plus long du monde, parce que c'est de 2002 à 2010, parce que bon. Et la deuxième lecture, c'est que je pense aussi que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est prise en otage par 3 héritiers de Houphouët. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Ouattara, il y a Bédié. Bon, je pense qu'ils ont fait leur temps. On ne peut pas faire son temps et celui de son enfant ou bien de son petit-fils. Donc je pense que les 3 là, ils sont frappés non seulement par la logique biologique et même la logique politique. Il faut qu'ils quittent la scène pour laisser le changement générationnel là. Justement, maintenant, est-ce que Soro, les Bakayoko et autres là incarnent ce changement générationnel? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il faut vraiment une autre race plus jeune qui va représenter l'alternance et l'alternative en Côte d'Ivoire, parce que bon, sinon, si on va encore faire des remakes, ça va être entre le trio Ouattara. Bon, la Côte d'Ivoire ne s'en sortira jamais. Donc, je pense que sagement, les 3 là doivent même petit à petit. Le problème, c'est que chacun veut imposer son poulain. Et c'est ça le problème. Maintenant, je ne sais pas, Soro, qu'est-ce qu'il va devenir? Il a plus d'un tour. Parce que quand on a été Premier ministre, on a été président de l'Assemblée, qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est la présidence. Est-ce qu'il a des chances donc d'arriver d'atteindre en tout cas cet objectif très rapidement, en 30 secondes pour chacun? Je pense que oui, quand je me réfère justement à ce qu'a dit tantôt Kofi, et parce qu'il est très intelligent, je pense qu'en donnant le dos, si vous voulez, au président Ouattara, il va se faire de nouveaux alliés et il va aller les chercher dans les endroits même insoupçonnés, et je pense que c'est possible pour lui. Oui, Sommet. Il a les mêmes chances que tous les autres candidats, sauf que là, en quittant le perchoir, il perd un élément important, il perd, il perd en fait le flash des médias, parce que c'est très important. N'oubliez pas qu'il était président de l'Assemblée nationale et évidemment, il avait avec lui un certain nombre de médias publics. Quand on sait qu'en Afrique, ce que ça représente, il va devoir reconstruire une image d'homme politique, mais je pense qu'il a toutes les chances, comme tous les autres postulants, évidemment, à la présidentielle de 2020, et on ne peut que lui souhaiter bonne chance, comme à tous les autres, évidemment. Oui, je pense qu'il est capable aujourd'hui de se mettre à la fois avec Gbagbo, qui a besoin de quelqu'un, et avec Bédié, qui est frappé par la limite d'âge. Donc, attention, Soro, comme candidat, ça va peser lourd. Par rapport aux autres candidats qui ne se sont pas encore annoncés. Oui, bon, pour moi, la météo politique ivoirienne, elle est encore floue. Moi, je ne sais pas, parce que elle est floue. Soro, bon, des chances, oui, il a des chances pour peu, bon, qu'il sache jouer, mais il y a ce parfum d'ex-rebelle là qui le suit. Il faut qu'il fasse vraiment de solides alliances pour pouvoir vraiment espérer atteindre le palais de Cocody. D'accord, ça va être le mot de fin pour cette émission. Merci pour vos différentes contributions. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Dieudonné Zunkrana de Aujourd'hui au Faso, Kofi Ametepe, journaliste et enseignant, Juvenal Sommet de Infowakat.net et Paul Miki Rwamba de la radio Wara FM. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. L'information revient tout à l'heure à 13h dans une présentation signée Godefroy Bazier. Restez en compagnie de nos programmes.